Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir résumer le quatrième cours magistral de développement de l'enfant et de l'adolescent. Alors, on est dans le chapitre du développement cognitif et là, on va parler des derniers types de mémoire qu'on n'a pas vus lors du cours magistral précédent. Autrement dit, on va parler de la mémoire à court terme, la mémoire de travail, ainsi que les stratégies de mémorisation et la métacognition. Donc, un beau petit programme nous attend. Et sur ce, j'arrête de Je coupe cette introduction au plus vite et on commence tout de suite par la mémoire à court terme et la mémoire de travail. La mémoire à court terme est la capacité d'un individu de conserver sur une faible durée un nombre limité d'informations dans un stockage dit passif. Actuellement, la mémoire de travail est plus étudiée. Il s'agit du lieu de stockage auquel on vient effectuer des opérations mentales ou du traitement d'informations un peu parallèlement à la mémorisation. Pour bien distinguer ces deux mémoires très proches finalement, nous pouvons utiliser l'exemple des empans de chiffres. Une tâche d'empan de chiffres, pour un petit rappel, en droit a pour but de connaître le nombre d'items, donc souvent des chiffres, maximum que l'individu peut stocker. À l'âge adulte, il est de 7 avec un écart type de 2. Ici, il n'y a que du stockage et aucune opération mentale n'est effectuée. Cette tâche mesure donc la mémoire à court terme. Au contraire, dans une tâche d'empan de chiffres en vert, l'individu doit restituer les chiffres mémorisés, mais à l'envers. Donc par exemple, on lui dit la suite de chiffres 3, 4, 9, 2, le sujet devra répondre 2, 9, 4, 3. Donc ici, il y a une opération mentale effectuée, c'est-à-dire l'inversion euh, de la restitution par rapport à ce qu'on a reçu. Et cette tâche mesure donc la mémoire de travail. Alors le modèle de Baddeley en 2000 est le principal modèle utilisé ces dernières décennies pour étudier la mémoire de travail. Petit rappel du modèle de Baddeley, après on l'a déjà vu en deuxième année dans le cours de mémoire. C'est le modèle où il y a l'administrateur central, le buffer épisodique, le calepin visuospatial et la boucle phonologique. D'ailleurs, la boucle phonologique, on va pas mal en parler dans ce petit résumé de cours. La mémoire de travail possède un rôle central dans le développement cognitif. En effet, les auteurs associent la mémoire de travail à la performance des activités contrôlées, c'est-à-dire la résolution de problèmes ou encore de la compréhension. Une amélioration de la mémoire de travail permettrait un bon développement cognitif. Comme dit précédemment, ces deux mémoires peuvent être évaluées grâce à des tests d'emploi de chiffres, ou d'items en général. Il existe des tests à modalité visuelle et auditive. De nombreuses études permettent d'observer le développement cognitif des enfants pour ce type de tâches. Pour l'enfant en droit, celui-ci augmente avec l'âge, passant d'un maximum d'items retenus de 2 à 7 entre 3 et 13 ans. Donc à 3 ans, on a un empan maximum de 2, à 13 ans, un empan de 7. Nous avons donc en moyenne nos capacités de mémoire à court terme au maximum dès 13 ans, au sens où ça correspond avec la moyenne qu'a un adulte. Alors les chercheurs expliquent cette évolution par trois facteurs. La première, c'est la vitesse d'identification de l'item qui augmente, c'est-à-dire l'encodage. On identifie mieux ce qu'on a en face de nous. Par exemple, on sait que c'est un 13, on sait que c'est la lettre B, et ce qui fait qu'on a moins de ressources attentionnelles nécessaires pour identifier l'objet, notamment par habituation, je pense. Cette identification plus efficace permet de laisser plus de ressources attentionnelles pour la mémorisation. Les ressources attentionnelles sont limitées, on les distribue, et on a moins distribué pour l'identification, donc il nous reste plus pour la mémorisation, ce qui fait que ce sera plus efficace. Et pour finir, la boucle phonologique devient aussi plus efficace, permettant un meilleur rafraîchissement de l'information. Donc c'est quand on répète mentalement, de façon subvocale, dans sa tête, l'information, et ce qui permet de diminuer la probabilité d'oubli. Les recherches avec du matériel visuel sont beaucoup plus rares du fait de la difficulté à empêcher un codage verbal. Et là, j'ai une petite expérience. Je sais pas si elle est marrante, mais vous me direz si vous voulez. Là, en fait, c'est visuel ici, on est parfaitement d'accord là-dessus. On a quatre chiffres, quatre nombres,
et je vous demande de les mémoriser. Allez-y, si vous voulez, vous le faites, si vous voulez, vous le faites pas. Je vous force à rien, bien sûr. D'ailleurs, je ne vais pas vous forcer. Voilà. Là, je cache l'information. Et si je vous dis, par exemple, si je vous demande où est le 72, et bien vous allez certainement répondre en haut à gauche, et vous avez raison. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez mémoriser verbalement où est le 72. Vous allez mentalement vous dire en haut à gauche, en haut à gauche. Et ça, c'est du codage verbal. C'est ce qui rend difficile la mesure, en fait, de la mémoire de travail euh, de manière visio-spatiale. Alors, les blocs de Corsi et divers patterns visuels sont les plus utilisés pour cette modalité. Bloc de Corsi très connu et un pattern. J'avoue qu'un pattern visuel, au début j'avais énormément de difficultés, je ne sais pas si vous voyez bien ce que c'est, peut-être que oui, mais un pattern, vraiment moi c'est le mot bloqué, pattern. C'est quoi un pattern? En fait un pattern, c'est juste un ensemble, ça c'est un pattern. Par exemple, comme une grille de Sudoku, de Morpion ou je sais pas trop quoi. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on a un objet qu'on vient déplacer, et après, le sujet doit refaire le déplacement. Ou sinon, on peut mettre plusieurs objets à différents endroits, on les enlève, et après, l'individu doit les remettre au même endroit. Voilà ce qu'est un pattern visuel, et bien évidemment, on peut en faire de plein de sortes. Là, je vous ai mis deux exemples parmi, je pense, bien d'autres qui sont utilisables. Pour ce type d'enfant, l'enfant atteindrait un niveau équivalent à celui d'un adulte dès 11 ans. Donc je rappelle, pour la modalité, comment dire, verbale, ça serait à 13 ans l'action. Alors, une corrélation positive est aussi présente entre les modalités auditives et visuelles. Autrement dit, tu as une bonne mémoire de travail auditive, tu auras plus de chances, enfin, c'est plus probable que tu réussisses aussi bien une tâche de mémoire de travail sur le plan visio-spatial. Penchons-nous maintenant un peu plus sur les enfants de chiffres complexes. Ces tests, servent à mesurer la mémoire de travail et doivent donc contenir une consigne de traitement ou d'opération mentale en plus de la simple mémorisation. En 1980, Dahlman et Carpenter ont créé un empan de lecture pour tester les mémoires de travail des enfants, le Reading Span Test. Les enfants doivent lire des phrases indépendantes les unes des autres, c'est tout le contraire d'une histoire. La première phrase et la deuxième, elles ont absolument, elles n'ont absolument aucun rapport. Et retenir le dernier mot de chaque phrase. Donc ici, les enfants doivent lire et les enfants doivent mémoriser le dernier mot de chaque phrase, ce qui fait qu'on a bien un peu une double tâche en fait, mémorisation plus lecture, ce qui signifie qu'on est bien en train de mesurer la mémoire de travail. Ce test ne peut être utilisé qu'une fois que le processus de lecture est devenu automatique pour l'enfant, c'est-à-dire pas avant 8 ans. Ils ont donc, pour pallier à cette faiblesse, créé parallèlement une version auditive appelée le Listening Span Test, qu'on peut donc, bien évidemment, en toute logique, faire avant 8 ans. Pour la mémoire de travail, les enfants progressent de 6 ans jusqu'à l'adolescence. Les scores sont logiquement moins bons que pour un enfant de chiffres classiques, ou tout simplement une mémoire à court terme, car l'activité concurrente vient réduire les ressources attentionnelles, ce qui limite le rafraîchissement de l'information, on repense à la boucle phonologique, et donc limite la trace du mot. Donc c'est comme ce que je disais, ressources attentionnelles sont limitées. Là, on a une deuxième tâche qui en demande pas mal, il en reste moins pour la mémorisation, et donc le rafraîchissement est moins efficace, et on a plus de chances d'oublier les mots. Pour résumer sur le développement de ces deux mémoires, on peut dire que la mémoire à court terme augmente rapidement de 3 à 9 ans avant de se développer beaucoup plus lentement jusqu'aux alentours de 13 ans. La mémoire de travail commence à se développer plus tardivement, mais le progrès est plus régulier. Ces différences de développement peuvent être dues au développement des mécanismes responsables du traitement de l'information, qui seraient plus lents et tardifs que les mécanismes de maintien de l'information. Autrement dit, euh,
ça mettrait plus de temps pour bien traiter l'information, plutôt que de stocker l'information. Et donc bien évidemment, vu que le traitement de l'information est moins développé, il nous faudra donc plus de ressources pour faire une même tâche, ce qui du coup réduira les performances mnésiques, ce qui réduira les capacités de stockage. Le développement de la mémoire de travail peut donc être expliqué par l'efficacité croissante du traitement de l'information, de l'efficacité croissante des mécanismes de maintien de l'information. Ça fait beaucoup de mots pour dire en gros la boucle phonologique, mais c'est parce qu'il y a aussi le calcul visuo-spatial qui rentre en jeu, ainsi que d'une meilleure coordination des deux mécanismes. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours, enfin de ce résumé de cours. Le rôle des stratégies de mémorisation et la métacognition. Alors la métacognition, c'est un mot un peu flippant, est la capacité pour un individu de se rendre compte de ses performances cognitives. Pour la mémoire, la métacognition permet à l'enfant de connaître ses forces et ses faiblesses, pour ainsi essayer de pallier ses difficultés et augmenter ses performances mnésiques. Donc le but c'est de se rendre compte à quoi il est faible, en fait, ses faiblesses, pour essayer d'avoir une stratégie permettant de pallier à ces difficultés. Une bonne métacognition permet une meilleure utilisation de diverses stratégies de mémorisation. Nous allons voir les deux principales stratégies utilisées par les enfants, l'autorépétition et l'organisation du matériel, aussi nommée plus simplement catégorisation. L'autorépétition se met en place de façon spontanée dès l'âge de 5-6 ans. Cette stratégie devient plus efficace avec le temps grâce au milieu scolaire. McGilly et Siegler, je ne sais pas comment on dit son nom, j'en suis désolé, ont en 1989 étudié cette stratégie avec des enfants de 5 à 7 ans. Donc ils ont étudié l'autorépétition. Ils devaient se rappeler d'une série de 3 à 5 chiffres. Donc, pas que ce soit des trop longues séries quand on sait que voilà, c'est encore en développement à cet âge-là. À 5 ans, 24% des enfants utilisaient cette stratégie, donc faisaient de l'auto-répétition, contre 63% à 6 ans et 78% à 7 ans. C'est là qu'on voit bien, entre 24 et 63%, on voit bien d'un coup un peu le bond, donc l'apparition spontanée de cette stratégie de mémorisation. Cette stratégie devient plus efficace avec l'âge, avec une répétition d'item par item, et une répétition de la liste complète plus tard. Alors là, on a l'exemple de la liste de courses. Autrement dit, à 5 ans, ils ont parfois cette stratégie d'auto-répétition, mais ils l'utilisent mal. Par exemple, on a une liste de courses. Donc, par exemple, on a besoin de pâtes, de riz et je sais pas, de tomates. L'enfant va dire pâtes, 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 riz, 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 tomate, 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 tomate. Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'il va se rappeler des derniers items, mais les premiers risquent d'être oubliés. Alors qu'à 6-7 ans, c'est là que ça devient un peu plus efficace. Là, en fait, l'enfant va bien utiliser la stratégie en répétant toute la liste. Donc il fait patrie tomate, patrie tomate, patrie tomate, patrie tomate. Et là, il se souviendra mieux de toutes les informations. Alors l'efficacité de cette stratégie dépend aussi de la familiarité de l'item pour l'enfant. Par exemple, si on a patrie tomate céleri, et qu'il voit pas du tout à quoi ça ressemble un céleri, il n'a jamais vu un céleri de sa vie, alors là, il y a plus de chances qu'il oublie le céleri, quoi. L'organisation du matériel correspond à un regroupement d'items dans différentes catégories. Donc là, ça réfère un peu à l'expression « on ne mélange pas les serviettes et les torchons ». Donc en fait, par exemple, on a une liste de mots avec des animaux et des fruits. Ce qui se passe, c'est que par catégorisation, l'enfant va réussir à scinder cette liste en deux groupes. Une liste pour les animaux, une liste pour les fruits. Alors Schneider et Sodian ont en 1997 étudié la stratégie de catégorisation et ils ont présenté des images à des enfants d'âges divers et cherché à évaluer si l'enfant utilisait cette stratégie et si celle-ci avait un impact sur le rappel. Autrement dit, l'efficacité de ces stratégies. Alors, cette stratégie de catégorisation est utilisée involontairement dès l'âge préscolaire. Ce côté involontaire fait qu'il ne s'agit pas d'une stratégie. Une stratégie, je rappelle, il faut que ce soit volontaire
on l'utilise pour augmenter ses performances mnésiques volontairement. Ils ont remarqué que les regroupements faits étaient basés sur des associations, par exemple pain et beurre, et qu'elles ne permettaient pas une augmentation significative des performances avant 10 ans. Ce n'est qu'à partir de cet âge que les enfants maîtrisent au mieux leur mémoire et que la corrélation entre la catégorisation et les performances mnésiques devient forte, donc 0,70, le maximum étant 1. L'âge permet de découvrir cette nouvelle stratégie et d'y voir plus concrètement les intérêts. Autrement dit, il découvre avec l'âge, il comprend que la catégorisation, ça permettra de créer 2 groupes et donc il y aura moins d'informations à chaque groupe, ce qui permettra de peut-être mieux les retenir chacun de leur côté. Finissons le rappel de ce cours par la métacognition. Fayol et Gaonak ont en 2007 répertorié 3 idées montrant le développement de cette métacognition. Métacognition, je rappelle, c'est la connaissance qu'a l'enfant sur ses cognitions. Et là, on parle plus principalement de la mémoire. Alors, les connaissances sur la mémoire augmentent avec l'âge. Donc là, par exemple, on a demandé à des enfants de 7 et 9 ans de comparer ce qui était plus efficace entre l'autorépétition et la catégorisation. À 7 ans, on ne savait pas quelle était la stratégie la plus efficace. À 9 ans, on savait que la catégorisation permettait une meilleure performance que l'autorépétition. Les connaissances sur les caractéristiques personnelles de la mémoire augmentent avec l'âge. Donc là, autrement dit, c'est que l'enfant va voir ses capacités de façon plus réaliste. Voilà, il se doutera par exemple qu'il aura des difficultés à retenir 15 mots d'affilée. Les connaissances sur les tâches de mémorisation deviennent plus précises. Donc là, par exemple, une fois à un certain âge, on se rend compte que il sera beaucoup plus simple de reconnaître un mot ayant été présenté à une liste plutôt que de devoir rappeler le mot. Dufresne et Comparcy-Garoua ont en 1989 étudié la métacognition d'enfants de 6, 8, 10 et 12 ans. Hop. Excusez-moi, je fais une petite pause. Voilà, c'est bon, je me suis calmé, on peut reprendre. Alors du coup, on reparle de Dufresne et son collaborateur avec l'étude de la métacognition sur des groupes d'enfants de 6, 8, 10 et 12 ans. Alors ils ont créé des paires de mots contenant une association facile ou difficile. Chien-chat étant une association facile, les deux sont des animaux domestiques très courants, et puis ils ont un peu une syllabe en commun. Versus bonnet-livre, alors ça c'est un exemple que je me suis mis, parce qu'en fait, bonnet-livre, il n'y a pas grand-chose qui... Ils n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est qu'on les utilise tous les deux. Les enfants avaient le temps qu'ils désiraient pour encoder les différentes paires de mots. En toute logique, des associations difficiles rendent l'encodage moins simple, et donc plus de temps est nécessaire. Les auteurs ont finalement observé que seuls les enfants de 10 et 12 ans mettaient plus de temps à encoder lorsque les associations étaient difficiles. Les enfants de 6 à 8 ans savaient quel groupe de paires de mots était le plus difficile, mais ne mettaient pas plus de temps. Donc au sens où on avait 4 groupes, chacun faisait 2 conditions, mots faciles, mots difficiles. Les enfants de 6 et 8 ans mettaient le même temps, alors qu'ils savaient que les mots étaient plus difficiles. Donc c'est peut-être, ça c'est une hypothèse que je me mets, dû peut-être qu'ils n'ont pas encore conscience de leurs caractéristiques personnelles, ils n'ont pas encore conscience de leur capacité de mémorisation. Alors pour conclure sur cette partie, nous pouvons dire que les connaissances sur la mémoire apparaissent tardivement et que les stratégies de mémorisation sont peu à peu utilisées et mieux maîtrisées en fonction du niveau scolaire. Le prochain résumé de cours magistral parlera des fonctions exécutives. Alors pas de la théorie de l'esprit, même si on en a, si on a déjà commencé à en parler dans le cours magistral numéro 5, mais je préfère juste mieux faire tout un cours entier sur la théorie de l'esprit, pas tout un résumé. Et puis bien sûr, il y a aussi la petite question voilà, du, petit, euh, du petit chapitre sur Piaget, donc le développement, je sais plus c'est quoi le nom, mais le développement vu par Piaget, quoi. Et Piaget, en fait, vraiment, je vais vous le dire, mais comme ça, je vous le dis sincèrement, mais Piaget, c'est une galère pour moi. Voilà, je crois que j'ai de la puissance acquise. En deuxième, même en première année, je crois qu'on en parlait déjà là, j'étais dans le mal. Deuxième année, ça fait. J'essaye d'y aller, mais j'y arrive pas. Dès que j'y suis, je suis là, ah non, 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 on va arrêter.
Il faudrait que j'essaye, mais je pense pas que je le ferai en vidéo. Je suis quasiment sûr à 100%, je vous le dis, je ferai pas piéger en vidéo. Voilà. Bon, sur ce, j'arrête de vous raconter ma vie, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous ait été utile pour passer, enfin pour bien réviser. Et je vous dis au revoir.